Ça vous est déjà arrivé d'avoir des ambitions totalement démesurées, de les clamer haut et fort avec arrogance et de vous foirer complètement derrière? Non? Si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est ce qui est arrivé à Lawrence Stroll. Pour son retour entre guillemets, après seulement 5 Grands Prix dans les années 60, Aston Martin était attendu dans la bataille pour la place de meilleur des autres dans le midfield. En 2020, Racing Point avait été un solide 4ème, on visait au moins aussi bien. Il projetait même des victoires et des podiums. Bon, toute personne sensée n'allait pas jusque-là, mais on voulait les voir dans la lutte avec Ferrari, McLaren et Alpine. En tout cas, il ne fallait surtout pas faire retomber le niveau de hype et le niveau de performance, il y avait un vrai truc intéressant sur lequel surfer, c'était un projet qui démarrait sur des bases assez excitantes. Au-delà des objectifs chiffrés, il fallait aussi se détacher de l'image parfois pas très glorieuse de Racing Point, notamment visuellement. Les critiques de Mercedes Rose et de Triche, on n'en voulait plus. L'essentiel était aussi de poser les bases de ce nouveau projet ultra ambitieux. Nouveau nom, arrivée de Sebastian Vettel, plein de sponsors, une usine en construction, de grosses sommes posées sur la table, fallait aussi gérer et structurer tout ça, on parle d'un immense projet. Sébastien Vettel lui avait une lourde tâche, prouver qu'il en avait encore sous le capot. Hormis les extrémistes, personne ne le pensait totalement fini, mais une perte de niveau était clairement visible depuis la fin de saison 2018, avec en point d'orgue une saison 2020 complètement foirée, une éviction de Ferrari et un Seb totalement sous l'eau. C'est quand même pas rien, au moment où la saison commence, ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas vu Seb performant, on a besoin qu'il nous rassure. Avait-il encore l'étoffe, la motivation, le niveau et l'apport d'un quadruple champion du monde? 2021 devait aider à répondre à cette question. Dans tout ça, il y a aussi l'idée que 2021 ce n'était que la première étape. Le vrai projet, ce pourquoi il a signé là-bas, c'est le tournant de 2022. Donc cette saison servait aussi à poser les bases de son côté. Stroll lui avait pour projet de proposer des progrès et plus de régularité, de devenir un pilote plus complet, plus à même de faire la différence dans cette Formule 1 ultra concurrentielle. En somme, il devait enlever une part de mystère. Quel pilote est vraiment Lance Stroll? Quel statut pourrait-il atteindre dans le futur? Est-ce que son niveau moyen est supérieur au niveau moyen du plateau? Cette saison, il se mesurait également à un quadruple champion du monde de coéquipier, ce n'est pas rien, c'est un sacré défi. On attaquait donc 2021 en se disant « chouette, on va en apprendre plus sur Stroll ». En 2020, à Bahreïn, Racing Point avait été largement la meilleure des autres, gagnant même à Sakir. En 2021, là-bas, avec les nouvelles couleurs et l'arrivée de Vettel, Aston Martin était attendu au tournant, mais les espoirs ont un petit peu été douchés d'entrée. Piégé par des drapeaux jaunes qu'il n'a pas respectés, Vettel sort en Q1, part même dernier, et termine par une belle erreur en course. Stroll lui s'en sort beaucoup mieux, au prix de 2 beaux efforts, il prend la 10e place en qualif et en course et offre le premier point de la saison à Aston. À Imola, il atteint une nouvelle Q3 et sort un très bon Grand Prix pour aller chercher la 7e place, quasi impossible de faire mieux. De l'autre côté, Vettel, encore un peu court, sort en Q2 et connaît tous les malheurs du monde le samedi, de freins en feu avant la course à un abandon en passant par un départ des stands. Après 2 courses, le soufflet est déjà terriblement retombé, Vettel n'est pas encore là et Aston se bat avec Gasly et les Alpines, non pas avec Ferrari et McLaren qui sont à des années-lumière devant. Portimao vient encore plus noircir le tableau, Stroll sort en Q1, Vettel atteint la Q3 mais ne peut rien faire en course, les Aston sont complètement à la rue, 13e et 14e à des années-lumière. À Barcelone, c'est mieux, mais le statut de membre du second midfield se confirme. Double sortie en Q2, 11e et 13e en course après une bataille avec Gasly, les Alpines et les Alfa Romeo. Il y a déjà 55 points de retard sur Ferrari et 60 sur McLaren, c'est clairement pas ce qui était espéré. Mais Monaco vient apporter une nouvelle réjouissante et voit Vettel avoir un déclic. Il sort un très gros week-end, atteint la Q3, tient un gros rythme, se paye le luxe d'overcut Hamilton et signe une splendide P5. Stroll lui aussi avait du rythme mais qualifié seulement 13e, il ne peut prendre que la 8e place à l'arrivée, mais les Aston étaient très fortes. Avec 14 points d'un coup, il s'empare de la 5e place.
Baku confirme l'attirance de la AMR 21 pour les circuits urbains. Stroll retombe dans ses travers en se crachant, mais Vettel assure en partant 11e et comme à Monaco, c'est le rythme dans la course qui va faire vraiment la différence. Les voitures vertes volent et s'apprêtent à signer un excellent résultat d'ensemble, mais malheureusement, le pneu de Stroll éclate en pleine ligne droite alors qu'il était 4e avant son arrêt, parti pour un top 10 à grand minima. Vettel lui surfe sur son niveau de Monaco, remonte 6e et ensuite profite des différents abandons ou safety car pour aller doubler sur la piste Gasly et Leclerc et prendre la 2e place. C'est le premier podium de l'histoire d'Aston Martin en Formule 1, c'est le retour de Vettel en haut de l'affiche après une saison 2020 morose, c'est 18 points d'un coup, ça fait 32 en 2 courses, waouh, soulagement. Il y a 12 points d'avance sur Alpine et on se dit que ça y est, on a peut-être vu le vrai niveau de la voiture qui irait se battre avec McLaren et Ferrari. La France conforte un peu cette idée car la course des Verts est encore une fois extrêmement solide. Partis de la seconde moitié de tableau, Lens et Seb vont chercher les 2 derniers spots du top 10 alors que Ferrari s'écroule. Pas mal, mais par la suite, Aston va largement rentrer dans le rang, confirmant son statut d'écurie de 3e, voire de 4e zone. En Styrie, Vettel galère un peu pendant que Stroll sort une perf digne de son début de saison, 10e en qualif, 8e en course après un excellent travail. La semaine suivante, c'est une double Q3, mais ça s'écroule un petit peu en course et il s'apprête à terminer 13e et 15e avant que Kimi ne sorte violemment Vettel. À Silverstone, l'Allemand arrache une nouvelle Q3 et monte même 7e après le sprint, preuve qu'il va beaucoup mieux, mais il refait une immense erreur au départ de la course. Stroll lui va vivre l'inverse, il remonte de l'arrière, s'installe dans le top 10 et à l'image de plusieurs de ses courses sur le début de saison, ne va plus le quitter pour ramener les 4 points de la 8e place. On a compris le schéma, ça peut arracher une Q3 et quelques points lors des bons week-ends, mais en tous les cas, ça ne montera jamais au-dessus de la 8e place à la régulière. En Hongrie, tout semble se passer comme d'habitude avec des 10e et 12e places en qualif, mais le départ va scinder Aston Martin en deux. D'un côté, Stroll fait une énorme erreur et se sort en étant responsable d'un beau chaos. De l'autre côté, Vettel ressort 3e du premier virage et 2e des stands. Il va chasser Ocon pendant 1h30 mais sans jamais pouvoir lui chipper la victoire. Voiture un petit peu en dessous, circuit où il est dur de doubler, manque de 2-3 détails, plusieurs raisons peuvent expliquer cela, mais la seconde place reste magnifique, sauf que non, car il n'y avait plus assez d'essence dans la voiture. Et oui, impossible d'extraire le litre réglementaire après la course et c'est la disqualification. 18 points et un magnifique podium s'envole, ça fait d'autant plus mal qu'Alpine et AlphaTauri ont tous scoré de gros points et s'envolent largement. Une bien belle erreur qui va coûter très cher à Aston et le pire c'est qu'après cet événement, l'écurie va un petit peu disparaître et devenir la 7e, voire parfois la 8e force du plateau. À l'exception de la Belgique où Vettel fait une splendide qualification qui lui permet d'arracher la 5e place le lendemain, il faudra se contenter de peu de choses. Rien à Zandvoort avec une course passée en seconde moitié de tableau à leur place. Rien en Russie où Lens se tenait pourtant une bonne place avant de totalement s'écrouler à l'arrivée de la pluie, allant même jusqu'à percuter son coéquipier, les deux voitures terminent 11e et 12e. Lens offre pourtant de belles choses sur la deuxième moitié de saison, on a le souvenir de 6 très gros points à Monza après un week-end très complet et de 2 autres unités en Turquie où il aura passé tout le week-end dans le top 10, c'est très bien. Enfin, il prend son meilleur résultat de la saison au Qatar avec une 6e place très joliment acquise suite à un super départ et un rythme bluffant. Vettel lui aussi aura ses bons moments, 10e à Austin après une belle remontée, 7e à Mexico ou encore 10e au Qatar. Pour terminer, Jeddah voit une double élimination en Q1 qui sonne mal et Abu Dhabi voit un manque cruel de rythme, plus aucun point ne sera marqué. Aston termine donc finalement totalement décroché 7e à 65 et 78 points d'Alpine et d'AlphaTauri et encore plus loin de Ferrari et de McLaren à respectivement 198 et 246 points. Le bilan est donc diablement mauvais, on n'est absolument pas en phase avec les objectifs d'avant-saison, on est même très largement en dessous.
246 points derrière Ferrari, alors qu'ils étaient devant l'an dernier. 65 points derrière la petite AlphaTauri. Non, ils visaient la place de meilleur du midfield, ils ont créé à eux seuls un 3e midfield. On n'est pas loin de la catastrophe industrielle. Le pire, c'est que le début était pas trop mal, je crois qu'ils étaient encore 5e jusqu'à Silverstone, et puis ils se sont écroulés, l'erreur de la Hongrie a fait mal, et sur la deuxième partie de saison, ils sont simplement nulle part. Ils n'inscrivent que 18 points entre Sochi et Abu Dhabi. À titre de comparaison, c'est 107 pour Ferrari, 58 pour AlphaTauri, 52 pour Alpine. Ouais, en fait, c'est du niveau d'Alfa Romeo qui elle a marqué 10 points sur la période. Aston est devenu une écurie de 3e zone. Et pour finir, 32 des 77 points, soit 41%, ont été inscrits sur les 2 seules courses de Monaco et Bakou. Ouais, clairement, ces 2 courses font illusion. Sans ça, ils n'étaient finalement pas loin de se battre avec Williams. Le choix de retravailler toute la structure de la voiture durant l'hiver aura aidé à se détacher de l'image de la Racing Point et de la Mercedes Rose, dont plus personne ne parle, mais aura été très mauvais sur le plan sportif. Ils ont dû batailler à chaque séance pour pouvoir espérer de mettre une voiture dans le top 10. Ajoutez à ça plusieurs grosses erreurs, les soucis un peu ridicules à Imola, l'essence à Budapest, les stratégies parfois foirées. Ouais, on est sur un gros flop. On a déjà consacré une vidéo à ce sujet, mais ce qui les sauve, c'est qu'au final, 2021 pourrait ne servir à rien. Le juge de paix, l'année où vraiment leurs ambitions pourront se mettre à parler, c'est 2022, mais en termes de com, d'image et de performance, cette saison aura fait du mal à Aston Martin. Du côté des pilotes, Vettel a été bien, pas plus, pas moins. Des difficultés au début, mais ça me paraît logique, un gros déclic entre Monaco et Bakou, un premier podium pour retrouver de la lumière, et une deuxième partie de saison où il aura été plus solide, plus complet. La Hongrie, Austin, Mexico, tout ça furent de belles courses où il a été un vrai patron. Cependant, il y a aussi beaucoup de moments qui laissent à désirer. Je mets de côté Bahreïn et Imola, c'était ses débuts, mais quand je vois la Styrie, la Russie, la Turquie, Zandvoort ou encore Jeddah, ouais, il ne m'a pas complètement rassuré. On a cru un moment qu'il était lancé, mais finalement il a eu pas mal de dents de scie, il a peiné à être un patron sur la durée, sur la longueur et sur la profondeur. Cela se voit quand on regarde la comparaison face à Stroll. 13 à 9 en qualif, 1 dixième d'avance en moyenne, 7 Q3 contre 6, 56% des points inscrits de l'écurie, etc. etc. C'est bien, mais c'est pas flamboyant, c'est pas l'impact d'un quadruple champion du monde. On l'a jamais senti capable de faire réellement surperformer sa voiture et de dominer Stroll de la tête et des épaules, en tout cas jamais sur la durée. Donc voilà, il y a un petit bémol sur une saison à qui je donnerai la mention bien. Maintenant, on le sait tous, c'est 2022, le dernier tournant de sa carrière. La monoplace et lui devront être à un niveau bien supérieur, celui qu'on attend d'un quadruple champion du monde en quête de rédemption, un niveau qu'il ne nous a pas montré cette année. Quant à Stroll, eh bien c'est bizarre car dans un premier temps, je dois reconnaître qu'il a été beaucoup plus propre, beaucoup plus régulier et beaucoup plus complet comme je le lui demandais. Il y a beaucoup moins de montagnes russes qu'auparavant, on sent une stabilisation, une progression, il a plus que bien résisté dans la comparaison avec Vettel, il a sorti des week-ends vraiment très solides, Qatar, Bahreïn, Imola, Styrie, Italie, France ou Turquie notamment, tout ça c'est vraiment très bon. Oui, mais en même temps, eh bien c'était pas fabuleux face à un Vettel qui lui non plus n'était pas fabuleux. Dans mon classement, il arrive à la 14e place avec 13,5 de moyenne, je lui ai mis que 4 fois en dessous de 12, mais seulement 7 fois mieux que 15 et jamais au-dessus de 17. C'est symbolique d'un bon ensemble, mais qui sonne un petit peu fade, un petit peu moyen. Il n'a pas été aidé par une voiture qui n'aidait pas à se mettre en valeur, clairement, mais voilà, je ne sais pas, je reste peu emballé et assez partagé sur le bilan final. Lens a encore des choses à nous prouver l'an prochain. Avec le temps, j'ai le sentiment qu'il gomme les moments de bas et d'errement, mais qu'il a un niveau plancher finalement très ou trop moyen comparativement aux autres. Ce n'est plus un pilote catastrophique, il devient un bon pilote moyen, mais il n'a plus le petit côté potentiel ou talent inexploité qu'on pouvait peut-être lui prêter avant. À lui de nous reprouver l'inverse l'an prochain, où il n'aura seulement que 23 ans, et on verra en fonction de la voiture qu'il conduit, il pourra peut-être encore tous nous épater.
On va dire que 2021 ça aurait été l'année de la stabilisation, de la complétude, mais aussi du petit... Aston Martin s'est donc bien planté cette année et son duo de pilotes nous laisse assez perplexes. Le triptyque espère donc nous surprendre l'an prochain et espère qu'on oubliera vite 2021. Et quelque part, nous aussi on l'espère. Qu'avez-vous pensé de la saison d'Aston, de Vettel et de Stroll? Êtes-vous confiant pour l'avenir? Quel est le plafond de Lens? Vettel va-t-il retrouver sa flamme d'antan? Je vous laisse comme tous les soirs en débattre en commentaire et vous incite à mettre le petit like, le partage et l'abonnement si vous aimez cette série. Sur ce, je vous laisse déjà avec Enzo Ferrari qui trouve absolument fabuleux que tout le monde ait oublié la controverse Racing Point juste avec un changement de couleur. À demain.